Bonsoir chez tous, toutes et chez tous. J'espère que vous allez bien. Et comme nous avons commencé depuis hier, il est l'heure. Nous aurons à peu près une heure 30 d'échanges par rapport à l'évaluation. Nous avons commencé hier avec le module 1. Ce soir, nous allons passer le module 2. Monsieur Olivier, est-ce que vous êtes connecté? Allô? Donc, monsieur le DG du cabinet IBL, est-ce que vous pouvez prendre la parole pour introduire la séance pour qu'on puisse commencer? Merci. Merci beaucoup, cher formateur. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que la journée s'est bien passée. Alors, tel que vous le constatez, nous avons commencé cette formation depuis hier et il y a beaucoup qui n'avaient pas suivi cette formation, ils n'avaient pas trouvé l'accès à participer. Hier, on était sur Google Meet et après, on est passé à Zoom, toujours pour satisfaire tout le monde. Donc, on a pensé à venir sur Telegram juste pour vous permettre de participer à cette formation gratuite pendant les 5 jours. Il n'y a pas de l'argent à payer à X ou Y. Si quelqu'un vous écrit en privé pour dire que c'est TBL Consulting qui a demandé de l'argent, si vous donnez, ça fait à vos risques et périls. Nous, on n'est pas là pour prendre l'argent chez X ou Y. Nous invitons à profiter du formateur qui est du domaine, qui a accepté de partager ses connaissances avec nous pendant ces 5 jours. Aussi, à la fin de la formation, nous allons vous donner quelques informations concernant nos formations gratuites. Il y aura des informations dans le groupe et également sur nos pages Facebook. Et si personnellement vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit pour le TBL Consulting ou le formateur, n'hésitez pas à nous contacter. Nos numéros sont dans le groupe et notre page est là. Nous allons rester ensemble et partager ces informations, ces connaissances. Le formateur n'est pas là, il n'est pas, comme on le dit, il ne détient pas la clé du savoir. Il est là pour partager ses connaissances. Donc, ensemble, nous allons l'aider à mieux comprendre ce cours. Il y a des gens qui ont plus d'années d'expérience que lui, ou il y a d'autres qui n'ont pas encore des connaissances dans ce domaine. Donc, ensemble, on va échanger. Merci beaucoup à tous. Contactez-nous et si quelqu'un vous écrit en privé, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram, veuillez savoir comment répondre. Merci, chers formateurs, et nous laissons la place. OK, merci beaucoup. Merci de ce cours, monsieur le DG. Je vais... OK, hier, on avait commencé avec les différents types d'évaluation.
nous en avons vu 4. Nous avons vu l'évaluation diagnostique qui se fait au début, même avant même le commencement du projet. Nous avons vu l'évaluation formative qui se fait au milieu, dans la mise en œuvre du projet, surtout à la moitié du projet, et l'évaluation finale qui se fait juste après l'exécution finale du projet pour rendre compte souvent pour les bailleurs, et l'évaluation d'impact à long terme. Là, c'est plus voir les changements. Est-ce que les changements que nous avons obtenus, nous avons projetés pour que ce projet puisse atteindre, est-ce que ces changements-là ont été, ont pu se produire en fait. Donc aujourd'hui, nous allons embrayer sur le module 2, le cadre conceptuel et méthodologie de l'évaluation. Ici, nous allons parler directement du cadre logique de la théorie du changement pour concevoir une évaluation cohérente. Donc, ce qui veut dire que lorsque nous faisons une évaluation, nous ne pouvons pas faire une évaluation sans le cadre logique et la théorie de changement du projet. Ça, c'est pas possible. Donc, si un projet ne l'a pas, ou bien, oui, un projet ne l'a pas, ou bien nous voulons évaluer un document, par exemple, puisqu'il y a des documents qu'on évalue, les plans stratégiques, les documents politiques, on les évalue aussi. Si ces documents ne prévoient pas un cadre logique, ce qui m'étonnerait, mais souvent, ils ne font pas attention, ils ne prévoient pas la théorie du changement. Et lorsqu'ils ne prévoient pas la théorie du changement, il faut procéder à la reconstitution de la théorie du changement. Mais s'ils sont à la fin du projet. Donc, je mets l'accent sur ça. Donc, il ne peut pas y avoir évaluation sans la théorie du changement du projet. La plupart des projets conçus par les bailleurs viennent avec tout ça, pas de logique, théorie du changement, tout au point. Donc, vous n'avez pas besoin, en tant qu'évaluateur, en parlant d'évaluateur, c'est le domaine le plus recherché actuellement dans la chaîne de programmation, de planification et d'utilisation. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai voulu partager un peu, parce que le cabinet était bien à proposer la formation, j'ai voulu partager un peu les petites connaissances dans ce domaine avec vous. Je me représente, je suis Cordier Diable, je suis ingénieur statisticien économiste. Je suis au Bénin. Et actuellement, je suis le chef de planification sur l'évaluation du ministère en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Voilà. Donc, nous avons, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons commencé par parler, comme je l'avais dit, d'évaluation du projet communautaire. Donc, il y a une vidéo, nous avons pu enregistrer la vidéo d'hier. Donc, si vous êtes dans le groupe, c'est que vos WhatsApp, c'est que vous avez accès à cette vidéo-là. Donc, pour embrayer sur ce qui nous retient ce soir, voilà, je voulais vous rappeler que cette formation, c'est une formation de base. Ce n'est pas une formation poussée. Si vous voulez une formation poussée, nous sommes aussi disponibles au cabinet en organisme où vous avez de la documentation, vous avez des exemples concrets, tout ça qui va. Ceci, c'est juste pour vous donner l'eau à la bouche. Donc, ce qui veut dire que, en parlant du cadre, on part. Oui? Oui, vous avez lancé l'enregistrement? Oui, oui, c'est bien lancé. Merci. Donc, ce qui veut dire que le cadre logique ne sera pas disséqué, puisque pour parler du cadre logique, la formation pour la conception des cadres logiques, il faut au moins 2 à 3 jours de formation complète. Dans le domaine, pour la théorie du changement, il faut au moins une semaine de formation complète. Parler de là-bas problème, là-bas solution, et de pouvoir faire la relation entre les hypothèses et les hypothèses critiques, et ainsi de suite. Donc, ici, nous allons revoir certains points clés du cadre logique et de la théorie du changement et de voir comment est-ce qu'on les positionne dans le cycle de l'évaluation. Donc, le module 2, c'est le cadre conceptuel et méthodologie de l'évaluation. Donc, nous avons la chaîne de résultats,
Pour ceux qui travaillent dans le secteur déjà des projets, ils sont habitués à la chaîne de résultats. Donc, nous avons les intrants, les activités, les extrants, les effets et les impacts. Dans le cadre logique, c'est bien hiérarchisé. Seulement que ça part du groupe. Dans le cadre logique, vous avez les impacts, vous avez les effets, les extrants, activités. Donc, qu'est-ce qu'on entend par intrant? Intrant, c'est tout ce que nous avons, les briques et packs que nous avons. Euh, ça part des ressources humaines, personnelles que nous avons, ça part de ce que nous disposons comme budget, ça part de ce que nous avons comme outils, et ça part de la connaissance que nous avons, que nous arrivons à mobiliser pour pouvoir réaliser des activités. Ces activités réalisées permettent d'avoir des intrants, enfin, des extras, en fait. Donc, j'ai donné un exemple, c'est que, comme je l'ai dit, nous voulons faire une formation. De quoi, qu'est-ce que nous avons sous la main pour faire la formation? Bon, nous avons un budget de 50 000 euros, c'est il y a beaucoup, confortable. Nous avons un coordonnateur de la formation. Nous avons 10 formateurs bénévoles qui veulent faire la formation. Nous avons du matériel pédagogique, c'est-à-dire un ordinateur, de la connexion à Internet. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire, appeler comme input ou bien intrant dans ce cadre-ci, le cadre de l'organisation d'une formation. Pour les activités, comme je l'ai dit, c'est une activité, c'est une action qui est entreprise pour transformer les intrants que nous avons en essence. C'est-à-dire comment est-ce que nous mettons ensemble des écrans que nous avons pour pouvoir sortir euh, euh, des extrants. Bon, j'avais déjà fait cette bac. On confond souvent extrants et résultats, c'est pas la même chose. Mais ça dépend aussi des écoles. Puisqu'il y a l'école américaine, il y a l'école canadienne. Mais bon, je ne vais pas retourner sur ça. Nous ne sommes pas là pour une formation sur le cas logique. Donc, comme exemple, nous avons organisé 20 sessions de formation de 2 heures pour 200 jeunes. Voilà. Donc, une activité à partir des écrans que nous avons, c'est d'organiser 20 sessions de formation de 2 heures pour 200 jeunes. Donc, ça, c'est une activité de, du projet formation que nous sommes en train de mettre en place. Les strands, lui, c'est en fait, c'est le truc, c'est le produit, le service direct, tangible du projet. C'est ce qu'on peut toucher. Voilà. Bon, toucher, oui. Bon. Quand je dis essence, je pense à tout ce qui est service ou produit. Quand on dit produit, par exemple, ça peut être des briques. Si on veut construire une maison, si on a un projet de construire une maison, c'est des briques. Ça peut être, je sais pas moi, ouais. Ça peut être la case, la chambre. Ça peut être, voilà, plusieurs choses. Ça dépend du niveau auquel nous sommes. Donc, dans l'autre exemple, notre estran qu'on peut dire, c'est 200 jeunes certifiés ayant 40 heures de formation. Voilà. Donc, les jeunes qui ont été formés, après les 20 sessions de formation, les 200 jeunes ont eu leur certification. Je passe par là pour vous dire que pour ces formations gratuites, vous avez la possibilité aussi d'avoir des certifications, d'avoir un certificat. Mais après avoir passé un test, parce qu'il y a un QCM, pour ceux qui veulent le faire, ils passent le QCM, quand même, je dis leur niveau, hein, parce que c'est vrai, pour donner l'attestation, il faut quand même un minimum de connaissances. Voilà. Donc 200 jeunes certifiés ayant suivi 40 de formation, c'est un produit. Tu vois, c'est un produit qu'on peut exhiber. L'effet, c'est le changement de comportement. Voilà. Donc, l'effet s'apparente ici au résultat. C'est le changement de comportement institutionnel ou sociaux à moyen terme chez les bénéficiaires. Oui, nous avons formé, oui, nous avons 200 jeunes. Oui, Allô? oui. Votre écran là, vous ne défilez pas. Hein? Je ne sais pas si Non, c'est. je suis sur le même écran. Ok, d'accord. Merci. Je suis sur le même écran. Je suis sur la partie effet. Non, sinon, nous, on a toujours module 2 ici. C'est bon? Là, on a toujours Ok, donc, module 2, cadre de conception. pardon? On a toujours module 2, cadre Ah conceptuel bon? et méthodologie de l'évaluation. Ah bon? Oui. Et maintenant? Non, c'est toujours Maintenant, c'est module bon? 2. Ah Non. bon? Bon, Oui, c'est bon maintenant. C'est bon. Allez-y. C'est ah, bon donc maintenant. ça veut dire que quand je mets ça
en diapo, ça ne s'affiche pas chez vous, ça ne défile pas chez vous. Ça, c'est bon maintenant. Bon, d'accord, ok. Donc, je vais essayer de zoomer un peu pour que les gens puissent voir. Ok, donc je disais que, oh, désolé, hein, j'avais pas compris ça. Donc, je disais que pour les effets, nous avons un changement de comportement qui est attendu. C'est vrai que nous allons former 200 jeunes qui sont certifiés, qui ont des certifications, mais ça ne serait rien si c'est pour former pour former. Donc, l'un des effets attendus de la formation, c'est que ces jeunes-là puissent utiliser les techniques que nous avons partagées avec eux pour monter peut-être un micro-projet et pour améliorer comment les travaux qu'ils auront à faire lors de l'évaluation, bien dans le système de suivi d'évaluation de leur projet ou bien de leur service. Ouais, donc, au niveau de l'impact, c'est un changement à long terme. C'est-à-dire, ça va au-delà de l'effet. Et l'impact prend en compte les changements positifs comme négatifs. Ouais, direct comme indirect pour la communauté au sens large. Donc, l'impact, notre projet à lui seul, notre projet de formation à lui seul ne peut pas contribuer à la baisse du chômage. Même si ici, on a mis baisse du chômage des jeunes, diversification de l'économie. C'est que, étant donné que nous avons essayé de former 20 jeunes certifiés ayant suivi 40 heures de formation et qui utilisent ces techniques-là, on se dit que si ces jeunes-là utilisent ces techniques, il faut venir faire, comment dire, 5 ans, voilà, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il faut venir vers ces jeunes-là pour voir combien de ces jeunes-là, sur la base des techniques qu'ils ont eu à acquérir, ont pu avoir un travail, des choses ont mis à leur propre compte, ainsi de suite. Et là, on pourra dire que, en fait, notre projet a contribué. Parce qu'on ne peut pas dire de façon tacite que, bon, c'est parce qu'ils ont eu une formation en suivi d'évaluation, bien ils sont devenus évaluateurs, ils ont eu un boulot. Puisque après notre formation, il peut y avoir toute formation qu'ils auraient pu faire. Il y a eu d'autres connaissances qu'ils ont eues. Ils ont côtoyé d'autres personnes qui ont pu enrichir cette connaissance qui fait qu'ils ont eu un poste. Donc, même si ces jeunes-là sont fait recruter après, on ne peut pas dire de go que c'est la formation qu'ils ont eue euh, qui a fait qu'ils ont été, comment dit-on, ils ont eu un boulot. Donc, en fait, l'impact, il serait difficile à un projet seul de pouvoir justifier de l'impact du chômage des jeunes si nous sommes dans le secteur du chômage des jeunes ou de l'agriculture, bien, et d'autres choses. Donc, voilà un peu ces trucs auxquels je pense que nous sommes déjà habitués. C'est les chaînes de résultats du cadre logique, impact, effet, instant, activité, etc. Maintenant, par rapport à la théorie, construction de la théorie de changement, comme je l'ai dit, si la théorie de changement existe déjà dans le document ou bien sur le projet, c'est top. Vous aurez juste à tester les hypothèses. Voilà. Donc, l'évaluation permet de tester les hypothèses de la théorie du changement pour voir si ces hypothèses, puisque la théorie du changement est soutenue, comment dire, oui, est soutenue par la véracité des hypothèses, en fait. Bon, on appelle ça les hypothèses critiques. Donc, la théorie du changement est un processus participatif qui explique comment et pourquoi un changement est censé se produire. N'oubliez pas, processus participatif. Donc, pour pouvoir élaborer la théorie du changement, c'est pas quelqu'un qui s'enferme dans son bureau et fait là-bas à problème et là-bas solution, et fait l'inverse. C'est un processus. Il faut être plusieurs. Ajouter comment dit-on, les idées. Donc, la théorie du changement nous permet d'expliquer comment et pourquoi un changement est censé se produire. Donc, pour le cas de l'information, j'ai donné des exemples qu'on va voir. Pour le cas de l'information, il faut dire comment et pourquoi nous pensons que les jeunes que nous allons former, qui sont certifiés, sont des futurs détenteurs d'emploi. Voilà. Donc, il faut expliquer ça. Et c'est ça la théorie du changement. Donc, il va au-delà du cadre logique, en fait. Donc, pour la théorie du changement, il faut d'abord passer par le cadre logique.
Mais à cela, maintenant, il faut ajouter des préconditions, des hypothèses. Donc, il y a les préconditions qui sont nécessaires pour passer d'une étape à une autre. Il y a les hypothèses critiques. Et là, nous allons voir un exemple. Ici, nous formons les jeunes. Former les jeunes, c'est l'activité. Vous vous souvenez, ici, on a dit l'activité, c'est organiser l'insertion et formation de 2 heures pour les jeunes. Donc, l'hypothèse critique qui doit soutenir, comment dit-on, cette activité, c'est si nous formons les jeunes. Et si la formation est de qualité, si la formation est de qualité, une hypothèse. Donc, c'est dans le cas où la formation est de qualité, alors les jeunes qui seront formés auront des compétences, donc des espoirs. Donc, on commence sur l'hypothèse critique qui est formulée lorsqu'on fait la théorie du changement. Donc, si les jeunes sont formés, si l'activité est faite, et si l'hypothèse que nous posons est justifiée, alors nous aurons raison. Donc, voilà un peu comment on peut formuler une hypothèse critique. La théorie du changement aussi met l'accent sur le contexte, les facteurs externes qui influencent le projet. Parce qu'il y a les facteurs culturels que le cas logique ne prend pas en compte. Il y a l'environnement politique, social, économique. Peut-être que le secteur dans lequel nous sommes en train de former les jeunes, c'est un secteur que le gouvernement a déjà pris des, prévoit faire des actions de recrutement massif. Ouais, donc vous ne pouvez pas concevoir ce projet sans pouvoir prendre en compte ce contexte-là. Ou, de l'autre côté, peut-être que rien n'est fait dans ce domaine et c'est un domaine qui est très dur et vous voulez former les gens. Donc, il faut prendre en compte ces contextes-là et la théorie du changement permet de pouvoir spécifier cet environnement-là. C'est très important. Donc, en bas, il y a le schéma. Et les schémas de théorie du changement sont divers d'une école à une autre. Mais comme je l'ai dit, ça part toujours du cadre logique. Et ce sont des flèches qu'on arrive à pouvoir utiliser pour pouvoir placer les hypothèses et les conditions. Donc, pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une théorie du changement lors de l'évaluation? Je l'ai déjà expliqué un peu, mais on peut revenir approfondir sur ça. Euh, la première raison, c'est que il y a beaucoup de projets qui échouent faute de théorie de changement. Parce qu'en fait, la théorie de changement vous permet d'éprouver la conception de votre projet. De l'éprouver, quoi. Ah, l'écran n'a pas changé. Monsieur Olivier, l'écran a changé. Je viens de recevoir un message dans le chat disant que l'écran n'a pas changé. Oui, allô? Oui. Tu m'as appelé. Donc, l'écran a changé, hein. Oui. L'écran a changé. Donc, Ah, nous avons vu beaucoup de projets qui ont échoué malgré que c'est. Excusez-moi un instant. Un instant, j'ai un souci technique là. Donc, je disais que la chaîne de résultats, euh, des fois, nous avons des projets qui font de bonnes activités, ont de bons résultats, mais n'ont finalement pas eu l'impact escompté. Pourquoi selon vous? La plupart de ceux qui connaissent bien le secteur des projets vont vous dire que la théorie du changement est mal formulée. Peut-être que le contexte,
peut-être que le contexte a changé, les gens n'ont pas adopté les pratiques, il manquait des préconditions. Donc, tant que nous n'avons pas fait une bonne théorie de changement, soyons sûrs qu'on peut ne pas atteindre les activités, l'objectif du projet. Ouais, donc, euh, la chaîne des résultats, le cadre logique nous dit ce que nous faisons. Ouais, la chaîne de résultats nous dit ce que nous faisons. C'est-à-dire, voilà les intrants. Si on met en place les intrants, nous avons, comment dit-on, euh, les extrants, et les extrants, voilà. Donc, mais la théorie du changement, comme je l'ai rappelé, dit pourquoi et comment nous pensons que cela va marcher. Donc ça, en fait, la théorie du changement nous pousse dans nos retranchements pour dire, si tu fais ça, ça va donner ça. Mais qu'est-ce qui prouve que ça va donner ça? Qu'est-ce qui prouve que ça va donner ça, en fait? Donc, c'est ça le vrai problème. Donc, cette carte qui montre non seulement la route, mais aussi les ponts, les conditions météo, les panneaux. Donc, la théorie du changement met l'accent sur tout, pour les détails, pour nous montrer vraiment que le chemin que nous voulons prendre, le chemin choisi pour ce projet est le meilleur chemin, qu'il n'y en a pas un autre, en fait. Donc, c'est un peu ça. Donc, si comment, nous voulons raconter une histoire, ça veut dire que les activités sont des faits d'action. Nous formons nos conclusions, les effets et impacts sont l'histoire, mais surtout que la théorie du changement, elle est quoi? Elle, la théorie du changement est le scénario qui relie le début à la fin avec le personnage. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on met l'accent sur la théorie du changement. Et sachez que ça demande énormément de travail pour pouvoir construire une théorie du changement. Et ce que je vais vous dire, qui va vous étonner, c'est que si on met 10 personnes dans un bureau pour élaborer une théorie de changement pour un projet, on les sort, on envoie 10 autres. Ils feront une théorie de changement qui est différente des 10 premiers, mais qui, normalement, dans les bonnes conditions, va rejoindre le chemin choisi par le premier groupe. Donc, c'est une science. C'est pas les trucs en l'air, c'est pas une incantation, ça s'apprend. Et il faut se former pour pouvoir le faire. Les Cher éléments clés formateur, qui... Oui, alors, les gens disent oui. que les gens disent qu'ils vous reçoivent très faiblement. Ça peut Ah, arriver? ok, d'accord. Pourtant, je n'ai pas changé de voix, hein. D'accord, je vais augmenter. Ok. Il n'y a pas de souci, c'est bon maintenant? Ouais. Monsieur Olivier, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, ok, d'accord, merci. Donc, comme je l'ai dit, on utilise les hypothèses critiques pour pouvoir concevoir la théorie du changement qui se différencie du cas logique, comme je l'ai dit, à partir des hypothèses critiques. Donc, je donne l'exemple directement. Si nous formons les femmes de nouvelles technologies, de techniques agricoles, et si les techniques sont effectivement rentables, plus rentables, alors elles les adopteront. Donc, il y a toujours le jeu des hypothèses critiques que la théorie du changement utilise pour pouvoir tester comment de la fiabilité des activités que nous voulons mener. Donc, comme je l'ai dit, il y a le contexte. Ouais, donc, s'il y avait un contexte politique favorable à ce que nous voulons faire, il faut le prendre en compte. S'il y a un contexte défavorable, il faut le prendre en compte dans la mouture du projet. Tu vois, il y a aussi, la théorie du changement permet aussi d'identifier les, les acteurs concernés et leur motivation. Ouais. Donc, pour pouvoir le faire, il faut commencer par le changement à long terme. Qu'est-ce que nous voulons faire à long terme? Quel est le but ultime que nous poursuivons? C'est ça qu'il faut commencer. Maintenant, on se dit, pour pouvoir atteindre ce but ultime, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait? Et là, on commence par jeter les idées. Et pour que chaque idée puisse être mise en œuvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche qu'il faut mener? Quelles sont les ressources qu'il faut mobiliser? Qu'est-ce qu'il faut combiner? C'est ça. Donc, j'ai donné un exemple, pas un tableau. J'ai pris un projet, exemple, améliorer la santé infantile dans le village d'une Djili. Bon, j'espère que j'ai pris un nom comme ça. Donc, pour les 4 premiers lignes, nous les connaissons.
c'est l'impact, l'effet et sans activité. Donc, ici, vous avez dans la première colonne, la description et dans la première colonne, l'exemple qui porte sur la santé infantile. Donc, l'impact pour ce projet, c'est de réduire la mortalité et la mobilité infantile. Donc, pour réduire la mortalité et la mobilité infantile, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que les mères puissent adopter des pratiques d'hygiène et de nutrition améliorées et que le centre de santé local qui est là donne des conseils des services de qualité. Donc, voilà l'effet escompté. Maintenant, pour que les mères puissent adopter des bonnes pratiques, il faudra les former. Donc, voilà les extras. Un des extras, c'est former les mères. Combien de mères? J'ai proposé 200 mères formées. Il faudra aussi leur donner des kits hygiéniques. Ouais, donc, pour qu'elles puissent faire leur hygiène, prendre soin d'elles. Et aussi, il faut former les agents de santé au niveau du centre de santé local. Maintenant, pour pouvoir former les 200 mères et les deux agents, qu'est-ce qu'il faut faire mener comme activité? Il faut organiser des sessions de formation. Il faut acheter des kits et distribuer lors de ces sessions de formation. Et aussi, il faut former le personnel. Donc, voilà un exemple type de comment est-ce que nous pouvons décliner à partir d'un changement utile et de pouvoir poser des questions pour pouvoir décliner les effets et les extraits et les activités. Maintenant, ce qui s'ajoute, c'est le 5 et le 6. C'est l'hypothèse. Et c'est ça qui amène à la construction de la théorie du changement. Comme je l'ai dit, formuler l'hypothèse critique s'ajoute à l'ocale logique et en plus du contexte pour pouvoir former la théorie du changement. Donc, pour chaque flèche du schéma, je n'ai pas pu mettre le schéma pour ceux qui sont très intéressés pour la théorie du changement. Il y aura une formation, mais là, ce sera une formation peut-être gratuite, complète, et un autre à avoir pour vous faire former uniquement sur la théorie du changement. Ici, je suis en train d'expliquer juste ce que la théorie du changement peut apporter dans l'évaluation, en fait. Donc, ici, j'ai formulé deux hypothèses. Une hypothèse critique, c'est si nous formons les mères, alors elles adopteront de bonnes pratiques à condition que les pratiques soient culturellement acceptables et que les mariés les soutiennent. Si vous faites attention, il y a le si, alors et la condition. La condition renvoie au contexte. Ouais. Donc, si nous formons les mères, on peut former les mères sans qu'elles adoptent les nouvelles pratiques. Pourquoi? Parce que, en fait, culturellement, en fait, ce que vous leur donnez comme information, c'est pas, ça se fait pas dans leur culture. Ou bien, parce que leurs maris ne vont pas accepter qu'on les forme, ou bien qu'elles mettent en pratique l'information qu'elles ont eue. Donc, vous voyez qu'il y a une condition critique là. Donc, vous pouvez faire des séances de sensibilisation, partager des kits et consorts. Mais si la condition là, les pratiques, à condition que les pratiques soient culturellement acceptables et que les maris les soutiennent, n'est pas vérifié, vos activités, votre but tombe totalement à l'eau. Donc, c'est là où l'apport de la théorie du changement est très nécessaire. C'est dans la conception du projet. Donc, voilà. Maintenant, nous allons passer au principe de l'évaluation participative. Comme je l'ai dit hier, les projets communautaires sont un peu différents des projets gouvernementaux, en fait. Les projets communautaires, l'évaluation qui se fait à partir des projets communautaires est différente. On met plus l'accent ici sur l'implication des parties prenantes de la communauté, en fait. Souvent, quand on parle de d'évaluation, on voit débattre un expert qui arrive, qui pose des questions, ne peut pas avec les données, écrire un rapport, et que même ceux qui l'ont interrogé n'ont même pas accès au rapport. C'est les bailleurs qui ont accès au rapport, bien les coordonnateurs de projet. Donc, ça laisse un sentiment de dégoût, de l'amertume. Donc, c'est ça que l'évaluation participative corrige, en fait. Donc, nous allons voir quels sont les principes de l'évaluation participative. D'abord, l'évaluation participative est une évaluation qui a pour, comment dit-on, principe, mais mis sur une approche qui implique activement des parties. Oui, l'image est fou parce que si je passe en mode diapo, en fait, si je passe, monsieur Mamadou Silla, si je passe en mode diapo, je ne sais pas si vous arrivez à voir.
C'est bon comme ça, hein, si vous passez en mode Ok, d'accord. diapo, la femme est d'accord. Parce que j'étais passé au mode diapo, après les gens disaient qu'ils ne voyaient pas. Maintenant, est-ce que vous voyez le changement de slide? Monsieur Olivier, est-ce que vous voyez le changement de slide? Oui, ça va. Ok, super. Donc, continuons alors. Donc, voilà un peu. Donc, c'est une approche qui implique activement les parties prenantes. Quand on parle de parties prenantes, on parle des bénéficiaires, personnels de terrain, leaders communautaires, à toutes les étapes du processus d'évaluation. De la conception de l'évaluation, des questions à l'utilisation des résultats. N'oubliez pas, de la conception des questions à l'utilisation des résultats. Donc, l'évaluateur des projets communautaires, il ne débat pas comme un expert. Lui ne vient pas pour dire, bon, je connais tout, je vous pose des questions, oui, 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 il fait, bye bye, il fait son rapport, il dépose. Non, il vient. C'est à partir des parties prenantes, des bénéficiaires, personnels du terrain, leaders, tout ça là, en les écoutant, c'est par là qu'il commence la conception de son questionnaire d'évaluation. Et chaque phase qu'il va faire, il le fait avec les parties prenantes, avec la communauté. Donc, j'ai illustré ça par une analogie. De façon traditionnelle, en fait, l'évaluateur, lui, il se comporte comme un chercheur qui vient chercher un minerai. Il se fout, il prélève les minéraux, il s'en va. Mais le modèle participatif, lui, l'évaluateur, lui, il est un facilitateur. Il crée les conditions pour que la communauté devienne propriétaire de son propre processus d'évaluation de son apprentissage. Voilà la différence entre les deux. Voilà. Donc, j'ai proposé quelques principes. Donc, le point précis, c'est la propriété. C'est que l'évaluation appartient à la communauté, pas à l'évaluateur externe ou au bailleur. Les résultats leur sont destinés en premier lieu. Donc, l'évaluateur doit se mettre dans la peau, mais si je dois rendre compte au bailleur, puisque c'est le bailleur qui ont envoyé l'argent pendant ce l'air, il faut d'abord que les premiers à être informés de l'évaluation, des résultats de l'évaluation, ce soient les gens de la communauté. Donc, le rapport final est présenté par la communauté avant d'être envoyé au siège ou au bailleur. Deuxième chose, il y a l'inclusion et l'équité. Ici, on s'efforce d'impliquer tous les segments de la communauté, y compris les plus marginalisés. Donc, il essaie d'impliquer tout le monde, femmes, jeunes, personnes âgées, minorités. Donc, pour ça, il peut organiser des focus groups séparés avec les hommes, avec les femmes, pour s'assurer que la voix des femmes soit entendue. Parce qu'il y a des communautés dans lesquelles on ne peut pas mettre les hommes et les femmes ensemble et leur poser des questions. Même si on les met ensemble, on leur pose la question, la femme n'a pas le droit de trouver la bouche devant l'homme. Et là, eh bien, vous aurez les réponses des hommes, vous n'aurez pas les réponses des femmes ni des jeunes. Donc, ça sert à quoi? Donc, dans certaines communautés, lorsqu'on connaît le contexte de ces communautés, qu'est-ce que l'évaluateur fait? Il sépare le groupe des hommes, il parle avec eux. Il sépare les groupes de femmes, il parle avec eux. Bon, souvent, dans ces communautés, pour les avoir pratiquées, l'évaluation de garçon ne pourra jamais être laissé seul pour interroger des femmes. Ça, maintenant, il doit se faire accompagner d'une dame aussi qui pourra, voilà, comment dire, qui pourra échanger avec elle. Voilà. Donc, apprentissage mutuel. Ici, dans le processus d'évaluation participative, le processus est construit pour que tout le monde puisse apprendre. La communauté apprend des méthodes d'analyse et les évaluateurs apprennent de la réalité du terrain. Donc, les méthodes d'analyse que l'expert évaluateur amène, lui, il essaie d'expliquer. Ça va être un peu plus compliqué, mais il doit pouvoir être ouvert, pouvoir expliquer, voilà ce que je veux faire. Et lui-même, il soit confronté aux réalités du terrain. Donc, de part et d'autre, il a à apprendre, il a à donner, à recevoir. Donc, comment est-ce qu'il peut le faire? Vous, en tant qu'évaluateur, comment est-ce que vous pouvez le faire? Vous ne me suivez pas? J'ai vu un expert Mathias, il dit qu'il ne me suit pas. Bon, à la fin, on aura les questions. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir par rapport à ça. J'ai plus 10 minutes encore. Il y aura une session de questions-réponses. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Où j'en étais-je? Donc, pour l'apprentissage mutuel, un atelier un atelier de collecte de données peut être mis en place et la communauté va apporter le contexte, le contexte technique et ils pourront faire la synthèse. Le renforcement des capacités, l'évaluation est l'occasion de développer des compétences au sein de la communauté en quête de facilitation, analyse, plaidoyer. Donc,
si vous avez, en tant comment dire, évaluateur, vous voyez que il y a des gens que vous pouvez former qui vont devenir des enquêteurs pour pouvoir animer des séances comment de focus group, focus group ou interroger les membres de la communauté, c'est meilleur. C'est la meilleure façon de pouvoir le faire. Là, vous avez énormément d'informations. Ce qu'il ne peut pas vous dire, bien une personne externe, ils vont le dire à quelqu'un qui leur ressemble, qui parle la même langue, bien, qui est du même but que. Donc, l'utilité et action. Le but ultime est de générer des connaissances directement utilisables pour améliorer le projet ou influencer les décisions. Donc, c'est directement utilisable. Les recommandations que vous allez faire sont discutées et pesées avec la communauté pour créer un plan d'action concret. Donc, les recommandations ne sont pas destinées, comment dit-on, au bailleur ni au siège de la structure qui met en place le projet, mais plutôt, ces recommandations sont destinées à la communauté et ce doit être des recommandations qui doivent être directement utilisables. Donc, voilà les principes fondamentaux de l'évaluation participative. Nous allons aborder le cycle de participation. Donc, à chaque étape de l'évaluation, nous allons voir quel est le rôle que la communauté ou action concrète que la communauté peut mener, auquel vous pouvez les associer. Quand nous prenons par exemple la phase de conception et de planification. Donc, ici, oui, ça ne bouge pas? Oui, monsieur Olivier. Alors, bon, vous pouvez leur accorder au moins 5 à 6 minutes pour qu'ils posent des questions sur votre présentation là, d'abord avant que vous ne continuiez. Ok, d'accord. Il y aura des gens qui... Il n'y a pas de souci. Attendez, je vais voir. Voilà, moi j'ai fini. Hein. Bon, on peut prendre. Il n'y a pas de souci. Ok. Si vous pouvez les autoriser ou bien c'est moi qui les autorise? C'est vous, hein? Ok. Je pense ceux qui ont levé les mains. Il y a monsieur Chouate Dinès, c'est bien ça. Je vais prendre après, je vais prendre Data Zatouna. Donc, le processus est simple, vous vous présentez, vous dites, comment dit-on, tout ce que vous nous suivez et vous posez votre question. Merci beaucoup, je vais autoriser à parler. Oui, monsieur Chouate, monsieur Dinès. Allô? Monsieur Dinès? Bon, apparemment, euh, bon, je vais prendre Dada Nazaitou. Oui, Madame Noura, Madame Noura, vous avez la parole. Euh, elle-même, puisque moi, c'est ceux qui ont levé la main que je peux autoriser à s'exprimer. J'ai vu les mains levées, donc apparemment, ok, je vais prendre monsieur, ouais, monsieur King, King, monsieur King, allez-y. Apparemment, il est encore parti, hein, King. Wow. Tout ce que j'ai autorisé à parler,
Je n'ai pas compris. Bonsoir, je suis là. Ah, ah, monsieur Gustave Kouassi, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir, monsieur Kojo. Oui, oui, bonsoir. D'accord. Je vous dis un très grand merci pour cette formation. Je vous suis depuis la Côte d'Ivoire. Alors, ma question concerne les étapes de la construction du cadre logique. Là, vous avez parlé de la définition de l'impact, d'identifier les effets. J'aimerais savoir si au niveau de ces deux points-là, on peut les chiffrer en utilisant, en s'appuyant sur la méthode GAR. Est-ce qu'on doit les chiffrer? Parce que l'exemple que vous aviez donné, vous avez dit réduction de la mortalité, réduction de, bon, je ne vois pas trop bien, réduction de la mortalité, de la morbidité infantile. Est-ce qu'ici, on doit donner un pourcentage, savoir réduction à 5%, à 10%, à 15%, et aussi au niveau des effets aussi, est-ce qu'on les chiffre? C'est ma question. Ok, c'est ça. C'est bien le diapo là, c'est ça, non? Oui, c'est ça, c'est bien ça. Ok, d'accord. Chiffre. C'est bon? C'est bon. Ok, merci beaucoup, monsieur Gustave. Je vais prendre monsieur Gauthier Mamadou. Monsieur Gauthier Mamadou. Monsieur Mamadou, vous êtes là? Bon, je prends monsieur Babacar Senghor. Monsieur Babacar Senghor, c'est bon, vous pouvez vous exprimer. Vous posez votre question. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Babacar. Désolé, c'est par erreur que j'avais levé la main. Je viens juste de rejoindre le panel. Ok, super. Merci. Monsieur David Moïse, vous voulez poser une question? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, bon, je le dis pour tout le monde, et pour ceux qui veulent poser des questions, il n'a qu'à lever la main. Mais pour ceux qui ne veulent pas poser des questions, il n'a qu'à baisser la main. Ah, souhaite parler. Kodjo Félix souhaite parler. Ok, d'accord. Monsieur Kodjo Félix, je vais vous autoriser. Monsieur Kodji Félix, on vous écoute. Monsieur Olivier, j'ai un problème, mais tous ceux qui lèvent la main, c'est comme si, comme ils rentrent dans le chat, de façon directe, ils lèvent la main, en fait. Bon, est-ce que ce qu'on peut faire, c'est que, est-ce que les gens peuvent écrire dans le chat? Je vais voir si je peux jeter un coup d'œil sur le chat. Ils sont en train de faire 49 minutes déjà. Bon, je serais en train de dire si les gens ont des questions particulières qui puissent être en train de les... Oui, monsieur Godjo Mamadou, oui, vous voulez intervenir? Allô? Oui, monsieur Mamadou. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ok, je suis vraiment très content de cette formation. Je suis en train de vous suivre depuis Cameroun. Ok, merci beaucoup. Je suis très content. Ce que je voulais demander, c'est les difficultés à voir les écritures
Donc, ce Ok, n'est pas la machine, c'est le téléphone. Je ne sais pas ok, comment est-ce je que, vois. à mon niveau, comment ça va se passer. Je suis à essayer dans la Bon, région d'Adamawa, au Cameroun. d'accord, d'accord. Ok, ce qu'on va faire, merci beaucoup pour l'intérêt. Merci beaucoup pour l'intérêt. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, l'enregistrement, comme je l'ai dit, l'enregistrement sera disponible sur le forum WhatsApp. Et à la fin des 5 jours, je vais mettre à disposition le PowerPoint. Donc, je l'ai conçu pour vous. Donc, vous aurez accès à ça. Il n'y a pas de souci, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport aux... En fait, quand on a commencé la projection, quand je mettais ça en plein écran, je n'arrivais pas à défiler les diapos. Donc, j'ai dû mettre ça sans plein écran. Mais dès que j'ai constaté cela, j'ai agrandi. Mais c'est aussi vrai qu'il y a des écritures qui sont un peu plus fines, qui sont pour permettre à la diapo de rester tout ce qu'on voulait. J'ai mis assez de détails pour que les gens, même s'ils ne jugent pas là, puissent avoir une, une compréhension plus ample de ce que je suis en train de passer comme message. Monsieur Ryan Lola, est-ce que vous désirez poser une question? Vous avez la main, monsieur Ryan. Il est encore parti. Donc, pour répondre au premier intervenant, je pense on va continuer comme ça. En fait, oui, ce qui est, c'est mieux quand c'est chiffré. Parce que si vous arrivez à trouver un chiffre, ça vous permet de pouvoir faciliter l'évaluation à la fin. Parce que si vous mettez un chiffre, si vous dites 75% euh, des enfants qui naissent, des femmes qui vont à l'accouchement reviennent, mais sont en vie, ben, il vous suffit à la fin du projet de pouvoir venir pour voir si dans la période, est-ce que ce taux a été amélioré? Est-ce que ça a été atteint? Ça n'a pas été atteint? Ça a été dépassé? C'est plus facile. Donc, il est toujours bon de pouvoir chiffrer. Chiffrer, comment dit-on, dans la formulation de l'effet de l'impact, même des sons. Les sons, comme on l'a dit, ici, c'est un type de construction, par exemple. Si vous devez construire 15 casernes et vous devez mettre construction de 15 casernes et là, on vient, on compte. On voit si vous avez fait les 15 ou pas. C'est en fait ça. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent encore intervenir. Sinon, j'aimerais finir sur euh, euh, j'aimerais finir sur le cycle de participation. En fait, c'est très important pour les futurs évaluateurs que vous êtes. Parce que trop souvent, dans l'évaluation que nous faisons, nous nous comportons comme, comme des contrôleurs, comme des auditeurs. C'est pas notre rôle, en fait. Notre rôle, c'est comment créer les conditions pour que ceux qui doivent pouvoir nous donner les réponses, leurs ressentiments, tout ça, là, puissent le faire et pour qu'on puisse avoir le meilleur visage du projet. Donc, première chose, nous avons 4 étapes par rapport à l'évaluation et la conception et la planification. Donc, au lieu de poser des questions qui sont importantes pour nous, comme on l'a dit, c'est pour impliquer les communautés, le chef village, le CV, les sages, et on leur pose la question, qu'est-ce qui est important à mesurer pour vous? Vous toujours se poser la question, qu'est-ce qui est important à mesurer pour vous? Peut-être que pour nous, bon, c'est le nombre de casernes construits, 15. Mais pour eux, peut-être, c'est que, en fait, les casernes, le nombre importe peu. Peut-être que deux casernes auraient suffi parce qu'ils ils sentent que, bon, en construisant au moins une ou deux casernes, ils se sentent en sécurité. En voyant les casernes, peut-être que les voleurs ne viendront plus. Donc, ouais,
Mais si nous, on se focalise sur le chiffre, le grand chiffre, alors que le plus important pour eux, c'était pas ça, c'était pas le nombre, mais surtout le sentiment de sécurité, ou avec eux, en tant qu'évaluateur, nous passons à côté. Donc, là, nous devons utiliser des techniques participatives comme le brainstorming, le diagramme de Venn, pour cartographier les acteurs. Ça, les techniques là, c'est de très bons outils et je vous le conseille. On aura le temps peut-être de pouvoir discuter bon, brainstorming, on le sait, hein, mais le diagramme de Venn, beaucoup de gens ne savent pas, mais c'est un outil très, très essentiel. Donc, sur la phase de collecte de données, comme je l'avais dit, si nous avons la possibilité de former des membres de la communauté à interviewer leur père, c'est l'idéal. Parce que ces membres-là, ils obtiennent souvent des informations plus riches et plus franches qu'un étranger. Vous voyez? Donc là, nous pouvons utiliser des cartes de calendrier saisonnier, des classements de papier pour ceux qui ne savent pas lire. Et souvent, pour ceux qui ne savent pas lire, c'est de pouvoir faire un truc direct pour noter les règles. Ça les met plus à l'aise. Donc, c'est identifier les jeunes qui sont sur le terrain pour dire, bon, moi, j'ai besoin de vous, je vois les questionnaires, j'ai envie que vous allez voir tel type de personnes, voilà le profil des gens que vous voulez. Vous allez voir, vous aurez les meilleures réponses. Les meilleures réponses. Mais si vous débarquez là avec vos enquêteurs déjà recrutés, tout frais, qui connaissent, qui sont chargés, bon, bref, ils vont dire ce qu'ils vont dire. Mais est-ce qu'ils seront plus à l'aise à partager l'information avec un étranger qu'avec un enfant de leur quartier de leur commune? Vous voyez que la réponse est claire. Troisième étape, c'est l'analyse et interprétation. Donc, pour analyser les données et faire l'interprétation, c'est vrai, vous êtes un expert, mais c'est toujours bon de pouvoir organiser. C'est vrai, vous avez déjà fait votre travail, en fait. Vous avez déjà fait votre travail. Mais il faut organiser des petits ateliers de validation où vous allez présenter les données brutes et demander, ces données-là, voilà ce que moi j'ai eu comme réponse de vos questionnaires, tout ça là. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça reflète votre réalité? Est-ce que c'est ce que vous pensez vraiment du projet? Est-ce que c'est les bénéfices du projet là? Est-ce que c'est vraiment ça? Hein? Pourquoi pensez-vous que ce résultat-là est comme cela? Pourquoi pensez-vous que le taux de mortalité est tout ça? Pourquoi ça n'a pas augmenté? Ça n'a pas atteint l'indicateur de 75% par exemple? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Et là, eh bien, vous aurez encore d'autres réponses qui vont pouvoir enrichir votre rapport. Donc, le quatrième point, c'est la division et l'utilisation des résultats. Donc, la communauté doit être au courant des résultats que vous avez. D'abord, s'ils sont au courant, s'ils sont au courant, ils sont l'information. Ils sont vos meilleurs ambassadeurs. Parce que ils ont participé, ils ont vu, ils ont validé les résultats, ils ont formulé les recommandations avec vous. Mais partout, il y aura séance et ce sujet sera abordé. Vous pensez qu'ils ne vont pas vous défendre? Ils vont défendre. Ils vont défendre le projet. Mais s'ils ne sont pas associés et on se comporte comme les experts avec costume, tout ça, on débat, on fait tout ça, ils ne vont pas s'intéresser à ça. Donc, c'est toujours important de faire. C'est vrai que de plus en plus, hein, toutes les évaluations utilisent le principe de l'évaluation participative, mais plus les projets communautaires, leurs évaluations doivent être très, très, très participatives. Puisque le projet appartient à une communauté, c'est la communauté qui a réfléchi pour pouvoir faire le projet. Donc, les évaluations que nous devons faire, les résultats que nous devons faire, les effets que les changements que nous observons, les changements à long terme que nous voulons, tout ça doit être partagé avec eux pour leur faire comprendre comment la situation et faire des recommandations. Et ils sont les mêmes à pouvoir vous porter pour pouvoir mettre en place ces recommandations. Donc, j'ai fait un petit résumé ici sur les avantages et les défis par rapport à l'évaluation participative. J'ai directement sur les défis, les avantages dans la diapathie. Ça prend du temps. Ah ouais, ça prend énormément de temps parce que euh, pour la petite histoire, en fait, si vous ne savez pas faire, vous allez dans des communautés où il y a des clans.
il y a des clans. Et donc, si vous n'êtes pas, si quelqu'un ne vous souhaite pas que vous êtes allé voir le clan A, vous n'êtes pas allé voir le clan B, soyez sûr que votre évaluation va trouver à l'eau. Donc, c'est pour ça que la cartographie des acteurs est très importante. Pour voir qui sont ceux qui sont les hommes forts, les acteurs forts sur le terrain et comment les prendre. Donc, tout ça, c'est du temps que ça vous bouffe. Ça vous bouffe du temps et, comme on dit, ça peut relever les conflits. Peut révéler des conflits ou des critiques inattendues. Tu vois. Donc, parce que ça prend du temps, il faut planifier le temps que ça va prendre la tête de départ. Ouais. Donc, lorsque nous sommes sur le terrain et nous constatons qu'il y a des conflits, bon, vous n'êtes pas aller voir le chef village, peut-être, vous êtes aller voir un sage sans aller voir le chef village, oui, le chef village, vous êtes allé voir le chef village, sans le sage, tout ça là. Quand l'esprit que vous devez être assez neutre et que vous devez apaiser les tensions. Alors, donc, si vous ne faites pas ça, bon, votre évaluation est mornée déjà. Mornée. Donc, gestion des attentes. La communauté peut s'attendre à ce que toutes ces recommandations soient immédiatement mises en œuvre. Donc, c'est à vous de leur dire, bon, voilà les recommandations que nous avons faites. Mais, mes chers frères, mes chers papas, mes chers mamans, prenez tout votre temps. Ça là, on peut le mettre en pratique. Mais ça va prendre du temps. Soyez franc avec eux. Expliquez que l'évaluation informe sur les décisions, mais ne l'apprend pas. Vous ne voulez pas à tort. On vous a demandé de faire un constat. Vous avez fait un constat, vous avez fait un rapport. Donc, c'est pas à vous, vous n'êtes pas le maire de la commune, ni le CA, chef d'arrondissement ou quoi que je sais. Vous pourrez dire, oui, nous allons mettre ça en œuvre. Non. Votre travail est clair, c'est de pouvoir relever les constats, faire les analyses, présenter les résultats, proposer des recommandations et de rendre le document. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport aux cadres conceptuels et méthodologiques d'évaluation. Ici, ce qu'il faut retenir globalement, nous sommes en train de faire une heure déjà, c'est que vous ne pouvez pas faire d'évaluation sans passer par le cadre logique, sans passer par la théorie du changement. Si vous êtes dans un projet, vous avez reçu des documents de projet, vous voulez évaluer un document de projet et il n'y a pas le cadre de parce que tous les projets ont des cadres logiques, mais il y a souvent le fait que souvent les projets n'ont pas de théorie du changement. Donc, il faut reconstituer la théorie du changement. Et c'est le truc le plus difficile, je vous assure. Mais c'est passionnant. C'est très passionnant. Je vous invite à vous faire former dedans. Vous avez le cabinet aussi faire des formations sur l'élaboration du cadre logique d'un projet, sur la théorie du changement et que c'est la mise en place d'un système de suivi d'évaluation pertinent, performant, la mise en place d'un cadre de performance. Bref, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut continuer toujours d'échanger. Mais il faut reconstruire la théorie du changement. Et reconstruire la théorie du changement, ça veut dire quoi? Vous devez vous mettre dans le contexte où le projet n'était pas encore mis en œuvre. C'est ça toute la difficulté. C'est que vous devez faire comme si vous êtes au temps zéro pour reconstruire la théorie du changement. Et ça, c'est très difficile parce que il faut les donner. À ce temps-là, il faut reconstituer le contexte. Il faut voir les hypothèses qui pourraient, les hypothèses probables qui pourraient être prises en compte à ce moment-là. Donc, franchement, c'est pour ça de plus en plus, surtout au Bénin, ici, il n'y a plus de projets qui soient validés, qui soient mis en œuvre par les communes et même l'État central sans l'élaboration d'une théorie de changement. Ça, c'est clair. Et c'est même passé à l'Assemblée nationale. Et tout projet qui finit d'être mis en œuvre doit faire l'objet d'une évaluation. Mais tout document de politique et de stratégie doit faire l'évaluation doit faire objet d'une évaluation. C'est érigé en règle de loi actuellement au Bénin. Donc, c'est pour vous montrer l'importance de ces outils que nous sommes en train de parler. Maintenant, nous avons fait un crochet sur l'évaluation participative parce que c'est un principe. Hein.
faire participer, adhérer tout le monde de la communauté, puisque nous ne sommes pas dans le projet gouvernemental, nous sommes dans un projet communautaire. Nous avons vu comment est-ce qu'il faut impliquer chaque acteur, comment il faut impliquer chaque acteur dans chaque étape de l'évaluation, hein, pour que les gens puissent sentir que l'évaluation leur appartient. Et puis, nous devons inclure les plus marginalisés, femmes, jeunes, personnes âgées. Nous devons permettre l'apprentissage mutuel. Nous allons apprendre d'eux, ils vont apprendre de nous. Nous devons renforcer les capacités, les former, former les membres de la communauté pour amener des entretiens ou animer des séances de restitution. Tu vois, ils vont s'intéresser et nous aurons de bons résultats. Je vous remercie, chers collègues, de m'avoir suivi. Maintenant, je reviens encore. Monsieur Arissi Kwame lève la main. Je le prends. Monsieur Arissi, je viens d'ouvrir votre micro. Monsieur Arissi, est-ce que vous désirez poser une question? C'est pour ça que vous avez levé la main. Je vous ai ouvert le micro. Apparemment, il n'est pas intéressé. OK. Monsieur Moutil. La main est encore pas baissée. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions, s'il vous plaît? Si c'est le cas, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Veuillez lever la main, on va prendre 2 ou 3 questions. Monsieur Moudier, il y a monsieur... Koji, non? Je l'avais déjà autorisé une fois, mais il n'a pas pris. Monsieur Koji, pas que Clément, vous avez la parole. J'ai ouvert votre micro. Monsieur Koji. D'autres personnes. Il y a Élise. Les femmes. Ah, la première femme a levé sa main. OK. Madame Élise, je vous autorise. Ah, c'est pas autorisé. Oh, oh, elle a un peu disparu. Ah, franchement. Madame Élise, vous avez la parole, hein, si vous désirez. Oh, bon. OK. Bon, si vous avez des questions, à défaut de ne pas pouvoir les poser directement, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour que je puisse lire? Au moins, comme ça. Hmm. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, bon, monsieur le DG, euh, je n'ai pas de questions, je ne... Est-ce que vous pouvez écrire les questions? Bon, je n'ai pas reçu les questions. Je n'ai pas reçu les questions. Monsieur, Okay, s'il n'y a pas de questions, là, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et les autres informations, nous allons les envoyer dans le groupe. Bon, formateur, demain, est-ce que c'est possible? ou bien ah, demain, à faveur du jeudi, non, ça ne sera pas possible demain. Mais je vous promets que le vendredi, nous allons le faire, nous allons rattraper le samedi aussi. Ce qui sera fait demain sera rattrapé. Ah, il reste
Après demain, nous allons faire le module, le module 4. Si on arrive à finir le module 4, samedi, on va continuer et faire le module 5, 6. Nous allons faire le module 3 et 4 le vendredi et faire le module 5 et 6. 5 et 6 ou ça, pour que le dimanche, on soit frais. Voilà. Donc, Ok, d'accord. Monsieur DG, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher formateur. Et comme promis, nous allons laisser les enregistrements. On va leur dire comment ils auront les enregistrements et aussi le cours. Le cours, vous aurez pratiquement la fin parce qu'on avait promis de vous envoyer avant le début de la formation, mais on a constaté que, bon, il y a beaucoup qui sont là et qui veulent simplement avoir le cours et après ils ne pourront plus participer. Donc, c'est une manière de pousser les gens à suivre et à poser des questions. Nous sommes là pour échanger. Donc, vous aurez les enregistrements, on va vous écrire, on va envoyer des messages dans le groupe. Rendez-vous le vendredi. Il nous reste 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, nous allons finir officiellement. Et en ce qui concerne également l'attestation, parce qu'il y a beaucoup qui nous écrivent déjà en privé pour demander, vous aurez toutes ces informations dans le groupe. Merci à vous, merci infiniment, chers formateurs, et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Merci, hein. Vous étiez plus de... Oui, monsieur... Oui, oui, Gabson. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, enfin. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter. Merci. Et m'excuser, je vous ai pris vraiment en retard. Depuis hier, j'ai raté l'occasion d'hier. Aujourd'hui, je suis venu un peu en retard, le boulot me tenait. Et moi, ce n'est pas une question en tant que telle, mais plutôt une doléance. Oui. Et ma doléance, c'est que si c'est que vous pouvez envoyer le résumé, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, envoyer le résumé de la conférence d'hier dans le panel WhatsApp et celle d'aujourd'hui. Comme ça, nous, les retardataires et les absents, on pouvait en profiter. Ça me ferait beaucoup plaisir. Oui, bon, vos souhaits, vos doléances sont prises en compte, mais puisque le directeur du cabinet vient de dire que la vidéo la séance est enregistrée, ça sera mise dans le groupe WhatsApp et qu'à la fin de la formation, vous aurez le PowerPoint complet pour vos propres utilisations. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Ça fait plaisir. Vraiment, nous avons besoin de vous comme ça pour que, au moins, nous, les jeunes, puissions avoir des esprits un peu ouverts. Ah, c'est un intérêt. Moi, j'aime partager le peu de connaissances que j'ai. Et j'encourage tout le monde à pouvoir, si vous avez une opportunité pour vous spécialiser dans l'évaluation des projets et programmes, faites-le parce que c'est là où il y a plus de mal actuellement. Gestion de projet, si tout le monde y a fait déjà une gestion de projet, il y a beaucoup de formations qualifiantes comme certifiantes pour pouvoir devenir des évaluateurs. C'est ce que moi j'ai fait, c'est le poste que j'occupe. Donc, pour moi, c'est naturel de pouvoir partager avec les autres. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la science infuse, c'est pour ça que je n'ai, pour qu'on puisse discuter. Voilà, donc discutons et trouvons des consensus. Voilà. Oui, il y a Madame Anita qui dit qu'elle lève la main. Je vois les mains, mais je donne la parole, mais les gens ne la prennent pas. C'est quand même bizarre. Anita du Cameroun, oui, Madame Anita, mais apparemment ma main n'est pas visible. Non, votre main n'est pas visible, Madame Anita. Votre nom n'est pas visible. Ce qui est bon, si vous avez des questions dans le chat, vous pouvez le laisser. Ou bien on peut continuer à discuter. C'est moi, Siké Gomez de la Guinée-Bissau. Monsieur
Gomez. Il y a un Gomez ici. Je ne vous vois pas, monsieur Gomez. En fait, dès que vous levez la main, je peux vous voir. Tous ceux qui n'ont pas levé la main sont en bas. Je vois M. Dr. Ndri, Khadija Diop, Maïdé, Kodjo Mamadou, Yaou, Mojib. Je ne parviens pas à intervenir. C'est difficile. Mais il y a Mme Anita qui dit qu'elle a levé la main. Je ne la vois pas. Mais Mme Anita, vous n'avez pas levé la main. Mais je vais vous autoriser à parler. Je viens de voir votre... non. Madame Anita, c'est bon? Ah, elle est encore partie. Je ne vois pas le micro. Elle devrait avoir un souci de connexion. Un souci de connexion. Et même M. Gomez, il dit qu'il ne sait pas là où il va lever la main. Il n'a pas quitté au milieu, là où on parle là. Comment est-ce que je fais là? Là, vraiment, c'est fini. Cliquez au milieu, là où on parle là, M. Gomez. M. Gomez. Mon Dieu. Il y a Yao, Suleiman, il y a Élise. Oui, Madame Élise, je lui ai déjà donné la parole. Elle n'a pas parlé. Madame Élise, vous souhaitez intervenir? Et bonsoir à tous. Ah, enfin, Madame Élise. Ah, j'autorisais. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous-même, merci. Je vais bien, vous. Ça va, ça va. Ah, Allez. d'accord. Quelle est votre question? Oui, j'ai une petite question. Je voudrais savoir comment les résultats de l'évaluation sont-ils utilisés pour améliorer la prise de décision ou la planification. Ok, d'accord. En fait, les résultats de l'évaluation, le rapport on va voir le rapport, comment le rapport est structuré. C'est qu'à la fin, il y a des recommandations. C'est vrai qu'il y a des résultats on appelle résultats, mais c'est en fait des constats soutenus par des analyses expliquées. Ouais. Et ça débouche sur des recommandations, formule des recommandations. Et plus souvent, ces recommandations, comme je l'ai dit, si c'est un projet communautaire pour tous les projets, il faudra formuler ces recommandations avec les parties prenantes, les bénéficiaires, pour que ces recommandations ne soient pas hors sol. Ouais. Okay, Donc, on parle des oui. constats que nous avons faits et on se dit, bon, de ces constats, qu'est-ce que vous proposez comme amélioration? Quelle action que vous proposez qui peut être mise en place pour pouvoir corriger le constat? Par exemple, je dis que, bon, on veut que 75% des femmes qui vont accoucher, par exemple, puissent accoucher et ne pas mourir. Maintenant, on constate que, bon, malgré les sensibilisations, tout ça là, bon, le truc est toujours à 50%, alors que le projet est à son terme. Bon, dans ces cas-là, le projet a fait quelque chose. Ça a quitté peut-être 25% pour 50%, mais le projet n'a pas atteint son objectif. Ça, c'est un constat. Maintenant, est-ce que c'est parce que le projet a été mal ficelé? Non, on ne peut pas le dire. Donc, c'est l'évaluation, c'est des questions d'évaluation. C'est qu'on a la triangulation entre les données qualitatives que nous avons et les données quantitatives que nous aurons à mettre en place qui vont nous permettre de pouvoir avoir les résultats de l'évaluation. De ces résultats, maintenant, eh bien, il faut dire qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour combler les 25%, puisqu'on ne peut pas laisser ça comme ça. Et là, c'est là où vous allez voir des fois ces recommandations sont transformées en un projet. On dit phase 2, par exemple, parce que le projet, peut-être, pour un projet, n'a pas totalement comblé les attentes. Il y a une évaluation, on voit les billets, on voit comment les résultats, on forme des recommandations qui, pour les mettre en œuvre, a peut-être besoin d'être dans un cocon, dans un projet, un nouveau projet
qui pourra être mise en œuvre. Voilà ce que je peux répondre de façon juste. Expliquer comment les mondes. C'est bon, Madame Élise? Oui, 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 merci, merci. Vous êtes entré dans les détails. Là, ça m'a permis de mieux comprendre comment est-ce que ça se passe aujourd'hui. Merci, merci bien. Ok, merci à vous. C'est un plaisir. Un instant. Bon, je vais lire les questions posées sur le chat. Désolé de vous écrire, c'est pas un souci, ça. Je n'avais pas écrit, ma question était la suivante. Quelle est la différence fondamentale entre une évaluation de projet et celle de projet communautaire? Non, il n'y a pas de différence fondamentale. Le fait est que, le plus souvent, l'évaluation d'un projet gouvernemental, dans des projets communautaires, peut-être communiqué par la hier, en fait, un projet communautaire, c'est un projet initié par la communauté. Qu'est-ce qu'on appelle communauté? Une commune, par exemple, un quartier. Hier, j'avais pris l'exemple d'un parc d'attraction, par exemple, ou bien la construction des latrines publiques, par exemple, pour pouvoir permettre d'éviter la défécation à l'air libre dans la commune, pas d'attraction pour pouvoir trouver des lieux par d'essence de plaisir, de convivialité entre les membres de la communauté. Donc, tu vois, c'est les petits projets, et c'est pas la mairie, pas. C'est les projets communautaires, en fait. Qui sont différents des projets, des grands projets gouvernementaux. Et souvent, pour ces grands projets gouvernementaux, les gens ont tendance à se comporter comme des experts évaluateurs. Ils viennent, comme je l'ai dit, ils posent des questions. Bon, il y a déjà les questions, les critères d'évaluation qui sont là. On pose des questions sans prendre l'avis des bénéficiaires et tout ça là. On fait un rapport, les bénéficiaires qui ont répondu aux questions, qui doivent être censés avoir la quintessence des recommandations des résultats et non pas on envoie ça au bailleur et au gouvernement. Et fini. Alors que dans un projet communautaire, d'abord, comme c'est initié par les gens de la commune, c'est eux qui ont conduit le projet du début jusqu'à la fin. Vous ne pouvez pas faire sans eux. Et pour avoir les bonnes réponses, pour avoir le visage clair des résultats atteints par le projet, vous êtes obligé de pouvoir les impliquer de la première étape jusqu'à la dernière étape. Donc, c'est pour ça que le dernier slide que j'ai montré que même à la phase de planification, ça prend beaucoup de temps. Mais c'est toujours voir les acteurs qui sont là, comment les prendre en compte et poser les questions qui les intéressent eux. Peut-être que nous, dans la forme classique de l'évaluation que nous connaissons, il faut mettre l'accent sur les chiffres, c'est-à-dire on veut 15 casettes, j'ai donné l'exemple de casettes, 15 casettes, on vient à causer 15 casettes, c'est bon, stop. Mais pour eux, peut-être, ils n'avaient pas besoin de 15 casettes, peut-être. Ils en avaient besoin de 1, 2, peut-être 5 casettes au maximum. Mais eux, ils vont vous dire, si vous arrivez à pouvoir les convaincre, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, eh bien, mon frère, si nous on voulait 1 ou 2 casernes pour se sentir en sécurité. S'il y a la caserne là, il y a les militaires, il y a les gendarmes. Donc, nous serons en sécurité. Bon, 15, c'est pas mal, mais voilà. Donc, vous voyez que c'est déjà une information de plus par rapport à ce que vous auriez pu avoir si vous ne les avez pas associés, si vous n'avez pas pris des membres de la communauté pour pouvoir faire des enquêtes avec vous, pour pouvoir faire des focus group avec vous, pour pouvoir leur montrer que, en fait, l'évaluation que nous avons faite, c'est pour votre bénéfice. C'est pour que ce que vous avez vu, vous avez fait comme projet, les défauts, on puisse les corriger. Et que vous faites ça, eh bien, ils sont à l'aise, ils vous donnent ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a pas un grand fossé par rapport à ça. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur le caractère participatif. Et si on a déjà un cadre logique, quelle est l'utilité de rédiger une théorie de changement? Ah, je l'avais dit. En fait, votre cadre logique vous dit quelles sont les activités que vous voulez mener. Hein? Eh bien, comment est-ce que les activités s'agencent? Quelle est la logique qui est derrière les activités pour pouvoir atteindre le but ultime? Votre cadre logique ne vous dit pas ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis l'accent sur le fait que, en fait, le cadre logique vous dit, il explique comment et pourquoi le changement est censé se produire. Donc, la théorie du changement, excusez-moi, je dis, la théorie du changement explique comment le changement est censé se produire.
Donc, vous avez les activités, vous avez les extrants, vous avez fait tout ça là. Mais comment est-ce que tout ça s'enjambe? S'enjambe. Quelle est la logique? Quand on parle de l'activité à l'extrant, quelle est l'hypothèse qui sous-tend? Et c'est là que j'ai donné l'exemple des femmes. Hein? On dit, il y a un projet santé infantile. Vous dites que vous voulez que les mères ne puissent plus mourir. Vous voulez réduire la mortalité et la mobilité infantile. Donc, vous dites que vous devez former les mères. C'est bon comme activité. Vous voulez dire que vous devez former 200 mères. C'est bon comme activité. Vous donnez les kits. C'est bon. Former les agents de santé. C'est bon. Mais dites-moi, ça, c'est des activités. Mais est-ce que vous avez évalué le contexte dans lequel vous travaillez? Est-ce que vous avez formé, testé les hypothèses critiques? Une hypothèse critique, c'est pour vous dire quoi? Mais vous avez beau faire vos formations. Si son mari à la dame lui dit, ce que tu es en train d'écouter chez les blanches là, ça ne se fait pas chez moi. Est-ce que votre projet pourra atteindre son objectif? Non. Vous allez former les gens, vous allez donner les kits. Les kits, vous allez les voir dans vos poubelles. En fait, c'est un peu ça. En fait, le cadre, l'atelier de changement montre le chemin et teste le chemin, teste chaque activité. Moi, si cette activité-là, est-ce que vraiment sa place là? Elle doit être mise en œuvre. Et si elle doit être mise en œuvre, quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour qu'elle soit mise en œuvre et atteindre l'objectif final? C'est là ce que je peux vous dire par rapport à ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui posent des questions. Madame Anita du Cameroun, apparemment, ma main n'est pas levée. Oui, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui explique les mots? Est-ce que qu'impliquer les membres de la communauté dans certains types d'enquêtes ne va pas l'encontre du principe de confidentialité des enquêtes statistiques? Non, pourquoi pas? Pourquoi, en termes de confidentialité, qu'est-ce que vous appelez confidentialité? Dites-moi, on parle d'évaluation d'un projet communautaire, d'un projet qui a été mis en œuvre par les gens de la communauté. Je parle des gens, bon, je donne un exemple concret. Vous allez à la mairie de votre, c'est pas, de votre commune. Vous avez des cadres qui travaillent là, n'est-ce pas? Ces cadres-là sont habitués déjà aux gens de la communauté. Les gens de la communauté les connaissent. Vous avez des jeunes du quartier qui ont fait des écoles, qui ont le bac, qui ont la licence, qui peuvent vous servir d'agents enquêteurs. Ce n'est pas là où se trouve la confidentialité par rapport au questionnaire. Mais je n'ai pas compris le sens dans lequel vous êtes. Si vous pouvez préciser cela, ça serait très bien. Parce que, en fait, l'objectif ici, c'est de montrer que vous n'êtes pas une entité extérieure à eux. Mais vous devez garder votre neutralité aussi. Même si vous devez avoir les informations dès que vous voulez les avoir, il faut que ça soit de donnant-donnant, en fait. Il faut que vous puissiez trouver un cadre pour pouvoir les associer. Faire des focus group, leur montrer l'utilité de l'évaluation et mettre les enfants pour dire que ce sont les enfants qui vont venir leur poser des questions. Le monsieur il est plus à l'aise lorsqu'il voit son petit-fils qui a le bac, il ne fout rien à la maison en crise, qui, pour 10 jours de collège ou bien 30 jours de collège, va avoir quelque chose et il est à l'aise pour donner les réponses à son petit-fils. Vous aurez plus d'informations que si vous importez des enquêteurs bien formés, tout ça là, avec qui ne connaissent, qui ne maîtrisent rien du contexte. En fait, c'est ce que moi je suis en train de dire, en fait. Donc, si ce n'est pas dans le sens dans lequel vous êtes en train d'aller, vous pouvez vous poser la question, il n'y a pas de souci. Comment élabore-t-on concrètement la théorie du comportement avec qui? Non, c'est la théorie du changement, pas du comportement. La théorie du comportement, ça n'existe pas. On est d'accord. La théorie du changement. La théorie du changement s'élabore avec toutes les parties prenantes. Comme je l'ai dit, la théorie du changement, même 5 jours de formation ne va pas suffire pour parler de la théorie du changement, parce que c'est un processus assez complexe. Mais ça doit être participatif. Oui. Parce que, oui, Allô? c'est bon? C'est fini? Je suis à la bourre, monsieur. Bon, la théorie du changement. Oui. Retenez que la théorie du changement, je vais finir. Monsieur Olivier, je vais finir. Donnez-moi 5 minutes, je vais finir. Je suis emporté par les questions là. J'aime beaucoup discuter avec les collègues.
Retenez que la théorie du changement se fait avec les parties prenantes. Quand je parle des bénéficiaires, même ceux qui doivent, mais qui sont à peu près, seront choisis pour animer le projet, c'est une bonne idée de les associer. Parce que tous ceux-là réfléchissent sur le problème et trouvent des solutions. En fait, le problème, c'est qu'il y a un grand problème sur lequel on tire les problèmes subsidiaires. C'est ce qu'on pas de là-bas problème. On fait là-bas problème. Et pour faire là-bas problème, c'est pas une seule personne qui fait là-bas problème. Ce que toi, tu ne vois pas comme problème, d'autres peuvent le voir. Donc, on met tout ça là au tableau, on les classe, on les identifie, on les hiérarchise, et là, on fait là-bas solution maintenant. Donc, c'est toute une manière de travailler. Monsieur Sikes Gomez, je vous prends, oui, en cas de projet, il n'avait pas de théorie de changement, en le mettant en place durant l'évaluation, qui va le financer, il ne serait pas, lui, il travaille. Ah! Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une très, 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 très bonne question. Oui, en fait, lorsque vous gagnez bon, en fait, lorsque vous gagnez le contrat, eh bien, si c'est là que vous constatez que vous n'avez pas de théorie de changement, ah, ça c'est vous qui le faites, hein. Ah, c'est vous qui le faites. C'est vous qui le faites. C'est ça que pour ces genre de choses, c'est souvent bon, c'est souvent bon de demander le document de projet. Document de projet. Pour voir à travers ça s'il y a une théorie de changement qui est faite. Mais pour vous dire, vous n'avez pas grand-chose à dépenser pour faire une théorie de changement. Vous avez juste à offrir un repas 2 ou 3 jours, de 3 jours aux bénéficiaires et le travail est fait. Non, en fait, comme c'est un travail participatif, si vous avez des personnes de la communauté qui sont disponibles pour pouvoir vous aider, surtout ceux qui étaient là lorsque le projet n'existait pas, c'est souvent ceux-là il faut aller voir. Parce que vous voulez faire un brainstorming, en fait. C'est que vous voulez pas de zéro. Donc, il faut trouver des gens qui connaissaient déjà l'environnement, comment étaient les choses avant que le truc ne vienne. Donc, c'est ceux-là qu'il faut associer. Ça va vous coûter un peu en termes de motivation pour eux. Mais si vous le faites, vous allez reçu une bonne évaluation. Maintenant, si vous ne réussissez pas à faire la reconstruction, ce ne serait pas possible de pouvoir faire une bonne évaluation. Ça, je vous l'assure. Merci pour votre disponibilité, Madame Cayenne. Ma question est la suivante. Quelle est la différence fondamentale entre une évaluation de projet et celle d'un projet communautaire? Je l'ai déjà répondu. Oui, question de Anita. Comment est-ce qu'il y a impliqué les membres de la communauté? C'est déjà, oui, Monsieur Kwame, je n'ai pas écrit ni à parler dans le groupe intervenir. Ok. Un évaluateur de projet communautaire seulement après l'évaluation du projet ou pendant après. Ah ouais. En fait, l'évaluateur de projet communautaire, il peut intervenir à toutes les phases, puisque hier, nous avons vu les 4 évaluations. Il y a l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire à temps zéro, à T0, et c'est là, dans l'évaluation diagnostique, là, qu'on fait la théorie du changement. C'est ce que j'entends dire. C'est à l'état zéro, là, qu'on fait la théorie du changement. Le cas de la théorie du changement. Il y a l'évaluation, comment dit-on, au milieu du projet, du projet. Il y a l'évaluation finale, c'est-à-dire juste on finit le projet, on fait une évaluation. Et il y a l'évaluation des pattes qui ont fait 2 ans, 3 ans, 4, 5 ans. Voilà. Donc, l'évaluateur de projet communautaire, il peut être à toutes ces 4 évaluations-là. Mais le plus souvent, dans les projets communautaires, c'est l'évaluation finale, en fait. Même des pattes, on ne le fait pas souvent. Faute d'argent. Ok, 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 ok. Monsieur Sikes, en cas de projet, oui. Excusez-moi pour ne pas passer dans le donc, ok, merci. Merci, chers amis. Monsieur Olivier, j'ai essayé de répondre à toutes les questions. Répondre à toutes les questions. Est-ce que vous pouvez clôturer, hein? Nous sommes à 20h36, nous avons commencé à 19h. 1h30 à passer avec vous. Merci, c'était enrichissant. J'avais déjà clôturé, mais à la dernière minute, les gens ont voulu poser des questions. Sur théorie du changement, c'est un module que tout le monde veut mieux comprendre. Là, formateur, vous allez essayer de faire le résumé de ces deux
séance et on va envoyer ces documents dans le groupe pour eux. Et les enregistrements, vous les aurez. Rendez-vous le vendredi. Nous vous remercions beaucoup. Portez-vous bien, formateurs, pour que le vendredi, nous puissions tirer beaucoup de choses sur vous. Merci beaucoup, chers participants, et soyez à l'écoute dans le groupe. Merci. Merci, salut à tous. Que Dieu nous porte. À vendredi.